Bonjour à tous. Donc, moi, je suis le docteur Arnaud Isapov. Donc déjà, je remercie le comité d'organisation de m'avoir proposé de venir parler à ce congrès. C'est une première pour moi et j'en suis ravi. Donc merci beaucoup. Donc je suis neuropédiatre et je travaille à l'hôpital Trousseau à Paris au sein du service de neuropédiatrie et je m'occupe plus particulièrement du centre de référence des maladies neuromusculaires. Et également, j'ai une activité de neurophysiologie clinique, c'est-à-dire électromyogramme et potentiel évoqué, ce qui est bien utile pour orienter le diagnostic dans certains cas, dans les maladies rares et en particulier dans les maladies neuromusculaires. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de présenter deux maladies rares neuromusculaires. Donc je vais présenter en premier les syndromes myasthéniques congénitaux, puis ensuite on parlera des amyotrophies spinales. Je vais être un petit peu long sur la première présentation, donc je m'excuse dès à présent, mais je vais rattraper le temps sur la deuxième, donc je ne devrais pas trop déborder normalement, je devrais tenir les 40 minutes normalement. Donc, les syndromes myasthéniques congénitaux forment un groupe assez hétérogène de pathologies neurologiques génétiques rares. Et les syndromes myasthéniques congénitaux partagent des caractéristiques cliniques communes avec les autres formes de myasthénie. Ces caractéristiques communes, finalement, révèlent la dysfonction de la jonction neuromusculaire. Et à ce titre, on retrouvera, comme dans toutes les formes de myasthénie, de manière plus ou moins intense, plus ou moins variable, certains symptômes comme une fatigabilité qui peut s'installer au fil de la journée, ou bien à la répétition d'une activité physique, c'est-à-dire que l'enfant au début fait bien les choses et plus il répète l'action, plus ça devient difficile, ou lors du maintien d'une posture. On peut aussi observer des accès de faiblesse, des phénomènes de panne musculaire qui peuvent entraîner par exemple des chutes, entre autres. Et puis on retrouvera de manière infraclinique et surtout latente un déficit de la force musculaire qui peut toucher plus ou moins les différents groupes musculaires, que ce soit le secteur facial, la musculature oculomotrice, une atteinte bulbaire avec des troubles de déglutition par exemple, l'atteinte des muscles respiratoires et puis aussi les muscles segmentaires, ceux qui vont permettre de se déplacer, de faire des mouvements, etc. Donc ça, c'est la présentation, je dirais, assez classique d'une myasthénie, mais on va voir justement avec cette présentation des syndromes myasthéniques congénitaux que cette présentation clinique, elle est finalement pas la plus fréquente en pédiatrie, qu'il faut savoir repérer justement les éléments qui vont orienter vers ce diagnostic pour pouvoir effectivement proposer éventuellement le traitement le plus adapté. Donc, je vais faire un bref rappel de la physiologie de la jonction neuromusculaire, du fonctionnement de la jonction neuromusculaire. Ensuite, on verra les aspects cliniques généraux, les symptômes les plus courants. Ensuite, je ferai des vignettes cliniques par rapport aux principaux gènes impliqués dans ces syndromes myasthéniques. Et puis, ensuite, on verra justement la démarche diagnostique. Et ensuite, on abordera le côté prise en charge. Donc, un rappel donc, sur le fonctionnement de la jonction neuromusculaire. Donc, on a l'interface entre un axone moteur myélinisé, le cône nerveux terminal, et puis la plaque motrice. Donc, vraiment, l'interaction entre ces deux organes, c'est là où s'effectue la neurotransmission. Et la neurotransmission, le point de départ, c'est la propagation du potentiel d'action nerveux le long de l'axone moteur jusqu'au cône terminal. Et à ce niveau-là, il va y avoir une dépolarisation qui va permettre la libération de vésicules d'acétylcholine, qui est le neurotransmetteur qui nous intéresse au niveau de la jonction neuromusculaire. Et l'acétylcholine, au niveau de la fente synaptique, c'est-à-dire l'interface entre la terminaison nerveuse et la plaque motrice, elle peut avoir trois évolutions différentes. La première, celle qui va nous intéresser, c'est qu'elle va aller se fixer sur son récepteur spécifique, qui est le récepteur de l'acétylcholine, qui est représenté par ces petits points rouges. Et ces récepteurs d'acétylcholine sont agrégés, sont regroupés sous le cône terminal pour faciliter la neurotransmission. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse.
La deuxième évolution, c'est qu'il y a un système de régulation et l'acétylcholine peut être dégradé localement par son enzyme spécifique, l'acétylcholinestérase, pour éviter un excès de fonction et pour avoir une régulation de la neurotransmission. Et puis la troisième possibilité, c'est que l'acétylcholine peut être recaptée par la terminaison nerveuse pour être réutilisée, recyclée et réutilisée. Donc si l'acétylcholine se fixe bien sur son récepteur et en quantité suffisante, il va y avoir la constitution d'un potentiel de plaque, c'est une dépolarisation de la plaque motrice qui, si elle est suffisante, va se prolonger le long des interdigitations de la plaque motrice jusqu'au fond des sillons où sont localisés des canaux sodiques qui sont voltage dépendants, qui vont être activés à cette occasion et qui vont générer un potentiel d'action musculaire si la dépolarisation de la plaque motrice est suffisante. Et ce potentiel d'action musculaire va entraîner la contraction de l'actine via la myosine et du coup la contraction musculaire. Donc ça, c'est un rappel du fonctionnement général de la neurotransmission au niveau de la synapse neuromusculaire. Et on connaît désormais environ une trentaine de gènes, des gènes qui sont impliqués, qui codent pour des protéines localisées au niveau de la jonction neuromusculaire. La majorité des mutations, là j'ai mis à droite la fréquence des mutations qui sont rapportées, concernent des mutations qui touchent des protéines localisées au niveau de la région postsynaptique. En premier lieu, on va avoir des mutations qui concernent le récepteur de l'acétylcholine, soit des mutations qui vont diminuer sa quantité, soit des mutations qui vont altérer ses propriétés cinétiques, parce que le récepteur de l'acétylcholine, c'est un canal, c'est un pore qui peut s'ouvrir, se refermer de manière plus ou moins rapide. Donc on retrouvera beaucoup de mutations qui touchent le récepteur de l'acétylcholine, mais on retrouve aussi des mutations qui concernent une voie de signalisation qui est très importante, qui fait intervenir plusieurs protéines, la protéine agrine, LRP4, MuSK et DOX7, qui sont un complexe qui permettent la stabilisation de la jonction neuromusculaire et surtout l'agrégation des récepteurs de l'acétylcholine sous le cône nerveux terminal, ce qui permet une meilleure efficacité de la neurotransmission. Sans cette voie de signalisation, les récepteurs sont un peu éparpillés tout le long de la plaque motrice et donc la neurotransmission se fait de manière moins efficace. Donc au niveau présynaptique, on retrouvera des mutations qui vont concerner des gènes qui sont impliqués dans la synthèse, le transport et l'exocytose des vésicules d'acétylcholine. Au niveau synaptique, on retrouvera des mutations soit qui vont concerner l'enzyme qui permet de réguler la présence de l'acétylcholine au niveau de la fente, c'est-à-dire l'acétylcholinestérase, en particulier la queue collagénique qui permet d'ancrer les sous-unités catalytiques au niveau de la fente synaptique. On retrouvera aussi des protéines importantes au niveau de l'architecture de la fente synaptique, au niveau de la membrane basale, avec des mutations du collagène 13. Et puis, enfin, on retrouvera aussi de manière un petit peu plus rare des mutations qui concernent des gènes ubiquitaires, 5% environ, qui concernent des gènes ubiquitaires de glycosylation, donc des gènes qui sont impliqués dans plein de processus. Et ces mutations-là, je ne les détaillerai pas aujourd'hui, mais elles vont être responsables à la fois de syndromes myasthéniques congénitaux, mais comme ce sont des gènes ubiquitaires, on peut avoir en plus du syndrome myasthénique congénital une atteinte neurologique centrale, des troubles de la migration neuronale avec des enfants qui présentent en plus de leur myasthénie, une épilepsie, un retard mental, des troubles neurologiques centraux, etc. Donc une trentaine de gènes connus à peu près, et la liste évolue au fur et à mesure. Chaque année, il y a 1 ou 2 gènes supplémentaires qui sont décrits. Alors on va voir les symptômes cliniques généraux dans un premier temps, puis après on fera les vignettes cliniques. Donc la première chose, c'est que dans la myasthénie congénitale, les symptômes débutent précocement, la plupart du temps avant 2 ans, et bien souvent dès la période néonatale. Dans certains cas, les symptômes peuvent démarrer un peu plus tard dans l'enfance. Alors ça concerne surtout les mutations dites canal lent, donc qui altèrent les propriétés cinétiques du récepteur de l'acétylcholine. Le début réel de la maladie à l'âge adulte est exceptionnel. La plupart du temps, c'est des adultes qui décompensent leur myasthénie à l'occasion d'une infection et qui révèlent finalement leur pathologie qui était déjà présente, mais à minima, avec des adultes ou des enfants qui ont toujours été fatigables, toujours été gênés sur le plan musculaire, mais pour lequel le diagnostic n'a pas été fait parce que soit les symptômes n'étaient pas très marqués, soit le patient n'a pas consulté parce qu'il n'était pas très gêné. Donc c'est vraiment une maladie pédiatrique et surtout néonatale, ça c'est un point important.
L'autre point important de la clinique, c'est la présentation clinique qui est spécifique et en premier lieu les malaises apnéisants. C'est une caractéristique des syndromes myasthéniques congénitaux. On retient deux types de malaises. Il y a un premier type qui est en fait des malaises qui associent une apnée, une bradycardie, etc., qui est souvent déclenché par un trigger douloureux, de la fièvre, etc., et qui font appel finalement à des mécanismes plutôt vagaux. Et puis, de manière très spécifique, il y a des syndromes myasthéniques congénitaux qui entraînent des apnées inopinées par... en fait, c'est une fermeture brutale des muscles dilatateurs de la glotte. C'est un phénomène de panne musculaire. Les muscles qui permettent de respirer, enfin d'ouvrir le pharynx sont fatigués et hop, il y a une fermeture brutale, ce qui entraîne une asphyxie, évidemment. Et ça, c'est très caractéristique de 5 principaux gènes de myasthénie congénitaux. Je vous en présenterai quelques-uns tout à l'heure. Et c'est totalement inopiné et aléatoire. C'est pas en lien avec l'effort physique. L'enfant, il va bien et tout d'un coup, il s'asphyxie avec des mouvements d'asphyxie, etc. Et évidemment, ça peut être grave, avec parfois des séquelles non négligeables. Les autres signes cliniques qui sont fréquents, ce sont les signes digestifs. Alors le reflux, c'est pas spécifique, mais c'est en lien avec l'hypotonie de ces maladies-là. Il y a des troubles de succion de déglutition, et là j'attire juste votre regard sur le fait que ces troubles de déglutition doivent faire évoquer la myasthénie, en particulier le syndrome myasthénique congénitaux, dans 2 cas particuliers. Le premier cas, c'est lorsqu'ils sont isolés et lorsqu'ils contrastent avec un enfant qui a un éveil normal. Alors pour les enfants qui présentent une encéphalopathie, c'est assez entre guillemets banal et fréquent d'avoir des troubles de déglutition, mais chez un enfant qui a un éveil parfaitement normal, avoir des troubles de déglutition isolés, comme c'est parfois le cas dans les syndromes myasthéniques congénitaux, ça doit faire évoquer ce diagnostic. Pareil, dans les myopathies congénitales ou dans les maladies neuromusculaires, lorsqu'il y a un déficit musculaire global et segmentaire, avoir en plus des troubles de déglutition, je dirais c'est relativement banal, on s'attend à ça. Mais lorsqu'on a juste l'atteinte pharyngée, l'atteinte bulbaire qui touche la déglutition, mais pas de déficit segmentaire, attention, il faut pouvoir évoquer ce diagnostic. Les signes oculaires, donc on retrouvera classiquement un ptosis par déficit des muscles releveurs de la paupière, une ophtalmoplégie, une atteinte des muscles oculomoteurs. À savoir que ces troubles oculomoteurs ne sont pas toujours présents au début de la pathologie. En tous les cas, ils sont difficilement repérables, en particulier chez le nouveau-né qui dort beaucoup. Donc on ne peut pas repérer forcément facilement le ptosis. Les autres atteintes musculaires, ça peut être l'hypomimie. Donc c'est pareil, l'hypomimie, elle peut être difficile à mettre en évidence chez le tout petit. Elle est souvent mise en évidence a posteriori lorsqu'elle est corrigée par les traitements. Et elle peut faire aussi, à tort, penser à une encéphalopathie, un enfant qui semble pas avoir de réaction d'éveil lorsqu'on stimule, lorsqu'on lui parle. Ça peut égarer le diagnostic. On va retrouver de l'encombrement bronchique, on va retrouver aussi parfois une dysfonction des cordes vocales, un stridor ou une dysphonie. Et puis, le déficit de la force musculaire. Alors, il a certaines caractéristiques dans les myasthénies congénitales. Il peut toucher à la fois l'axe, donc les muscles qui permettent la tenue de tête, avec des phénomènes de tête tombante, des enfants qui ont une fatigabilité pour tenir leur tête au fur et à mesure de leur journée. Contrairement à certaines maladies, à d'autres maladies neuromusculaires, il n'y a pas d'amyotrophie. La myotrophie, elle se voit dans les dystrophies musculaires où il y a une fonte musculaire progressive. Dans les myasthénies congénitales, l'aspect trophique paraît normal de l'extérieur. Il y a très peu de complications orthopédiques dans les myasthénies congénitales, contrairement à certaines autres maladies neuromusculaires, et en particulier les dystrophies musculaires, sauf dans les myasthénies congénitales liées aux mutations d'Oxet que je vais présenter après. Par contre, les enfants se plaignent assez souvent à l'âge verbal de douleurs des membres inférieurs, qui sont des phénomènes sans doute de crampes, en tout cas qui sont probablement en lien avec la surutilisation de leurs muscles par rapport à des capacités fonctionnelles qui sont un peu réduites. Et l'autre point important par rapport à ce déficit de la force musculaire,
Contrairement aux myasthénies auto-immunes où classiquement le déficit s'installe sur la journée, dans les myasthénies congénitales, les périodes de fluctuation sont beaucoup plus longues. Elles peuvent durer quelques semaines à quelques mois. Donc si on voit le patient pendant une phase où il va bien, on peut effectivement passer à côté du diagnostic, mais il faut savoir repérer dans l'historique du patient des moments, des phases où pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, il a été fatigable avec une limitation fonctionnelle notable, même si au moment où on le voit, les choses se sont corrigées. Donc ça, c'était pour la présentation clinique, la présentation des signes cliniques un petit peu généraux. Ensuite, on peut distinguer différentes formes d'expression. Donc, les myasthénies congénitales peuvent s'exprimer de manière très précoce et même parfois de manière, dès la période anténatale. Elles peuvent être responsables de séquences d'immobilisme fœtal. Donc, on peut retrouver classiquement un hydramnios, une akinésie, une arthrogrypose, c'est-à-dire des accessions articulaires, des rétractions musculo-tendineuses. Et on retrouvera une expression très précoce anténatale de myasthénie congénitale, particulièrement dans les mutations qui concernent la sous-unité gamma du récepteur de l'acétylcholine et dans les mutations de la rhabsine. Et dans les formes d'expression postnatale, on va identifier 3 sous-groupes principaux: les formes principalement bulbaires, les formes pseudomyopathiques et les formes oculaires pures. Donc la forme bulbaire, par définition, c'est des enfants qui vont avoir une atteinte de la sphère bulbaire en priorité. Donc c'est un groupe de myasthénie congénitale qui débute très précocement, généralement dès la naissance, dans les premières semaines de vie. Et vraiment, c'est beaucoup plus rare plus tard, mais ça peut toujours arriver. Donc c'est très bruyant, c'est des enfants qui vont, enfin des nouveau-nés, des nourrissons qui vont se présenter avec des apnées. C'est le phénomène d'apnée inopinée dont je parlais tout à l'heure, avec des phénomènes d'asphyxie brutale. On retrouvera aussi des problèmes de succion déglutition plus ou moins importants, avec parfois besoin effectivement d'aide nutritionnelle. Et puis au deuxième plan, il peut y avoir aussi les autres signes classiques de la myasthénie, mais qui vont être vraiment à minima par rapport à l'atteinte bulbaire qui va être au premier plan. Donc c'est-à-dire on va retrouver aussi de manière plus ou moins importante une hypotonie, un déficit de la force musculaire. Et donc cette forme bulbaire, c'est ces principaux gènes qui sont impliqués. Et là en particulier, c'est la photo d'une petite fille qui avait une mutation rhabsine, qui avait très peu d'atteintes musculaires segmentaires, mais qui faisait des apnées en permanence et qui a été trachéotomisée. C'était une trachéotomie de sauvetage. Donc il pensait chez le nouveau-né, le nourrisson, qui a un malaise inexpliqué, qui peut faire penser une asphyxie. La deuxième forme clinique, la deuxième présentation clinique, c'est la forme myopathique. Je ne sais pas si... Ouais, c'est bon. Donc, elle débute généralement tôt, mais parfois un petit peu plus tard que la forme bulbaire. Ça peut être dans l'enfance. Et donc là, on retrouvera classiquement une atteinte musculaire, une fatigabilité, un déficit musculaire qui va être plutôt proximal et axial, comme sur cette vidéo avec une jeune fille qui a une mutation DOX7 et qui a des grandes difficultés à la marche, avec un déficit moteur assez net. Mais on peut aussi retrouver dans ces formes pseudomyopathiques, à minima et au second plan, les autres signes cliniques classiques de la myasthénie, c'est-à-dire le ptosis, l'ophtalmoplégie, etc., mais qui seront beaucoup moins marqués que l'atteinte musculaire pure. Et le dernier groupe, c'est la forme oculaire pure qui, par définition, le patient ne va se plaindre que de troubles oculomoteurs ou d'un ptosis, avec un diagnostic qui peut être finalement plus tardif, puisque la plainte n'est pas forcément très importante. Donc parfois, le diagnostic peut être fait plus tard dans l'enfance ou même plus tard à l'âge adulte. Donc voilà pour les différentes formes et les différentes présentations cliniques. Je vais aborder un petit peu quelques vignettes cliniques. Donc la première concerne les mutations du gène de la choline acétylestérase. Donc c'est un des gènes localisés au niveau présynaptique qui permet la synthèse de l'acétylcholine. Donc là, on a typiquement une forme bulbaire. Ce sont des enfants, des nouveau-nés, qui présentent des malaises asphyxiques brutaux inopinés sans raison particulière. Donc l'enfant se met à asphyxier. Il y a un stridor, il y a une d'agitation parce que l'enfant s'asphyxie. C'est souvent pris, ça peut être souvent pris comme des crises épileptiques. Donc ça peut faire errer le diagnostic. Alors évidemment, il peut y avoir des séquelles neurologiques qui peuvent entraîner secondairement aussi des manifestations épileptiques. Et il peut y avoir des conséquences neurologiques puisqu'il y a souvent anoxie, arrêt cardio
cardio-respiratoires, etc. Et c'est des enfants qui peuvent avoir, pour lesquels on peut avoir besoin de mettre en place une trachéotomie pour lever l'obstacle. Alors, généralement, ces apnées, elles sont présentes dès la naissance, mais elles disparaissent dans les 2 premières, voire les 3 premières années de vie. C'est vraiment un phénomène très précoce qui s'amende dans le temps. Et une fois que les apnées ont disparu, les enfants n'ont pas forcément d'atteinte musculaire par ailleurs. Autre exemple d'une myasthénie congénitale localisée au niveau présynaptique, c'est le gène de la synaptotagmine 2. C'est un gène qui est impliqué dans le complexe d'exocytose des vésicules d'acétylcholine. Donc c'est ce qui permet de libérer la vésicule au niveau de la membrane, au niveau du cône terminal. Donc on connaissait ce gène chez les adultes avec des mutations de transmission dominante qui donnaient un phénotype ressemblant à une maladie de Charcot-Marie, avec donc une déformation des pieds, une amyotrophie, et puis une fatigabilité musculaire qui ressemblait à un syndrome de Lambert-Eaton. Et on a décrit du coup en pédiatrie des mutations de transmission récessive qui ressemblent à une myopathie congénitale assez sévère, donc avec une hypotonie, une hypomobilité, une atteinte respiratoire plus ou moins sévère, des troubles de déglutition, et puis évidemment sur le plan électrophysiologique, des caractéristiques de myasthénie, à savoir un décrément. Et donc voilà, c'est des mutations qui répondent bien au traitement. Et le message par rapport à ça, c'est de penser devant une myopathie qui n'est pas forcément étiquetée, de se dire ça peut être une myasthénie, et ça peut être important parce qu'il y a des traitements qui peuvent améliorer les patients. Alors, les mutations qui concernent le récepteur de l'acétylcholine, finalement, c'est les mutations les plus fréquentes en incidence, et en particulier les mutations qui concernent la sous-unité epsilon du récepteur de l'acétylcholine, qui représente, je pense, au moins 60% de toutes les mutations des syndromes myasthéniques congénitaux. Donc c'est une forme classique, généralement ça débute tôt dans l'enfance, il y a des troubles de succion déglutition mais qui ne sont pas majeurs, une faiblesse musculaire pareil qui est modérée, une évolution naturelle qui va dans le bon sens, c'est-à-dire que les troubles de succion déglutition, l'atteinte musculaire va plutôt tendance à s'améliorer dans le temps, et c'est des enfants qui, au bout de quelques années d'évolution, peuvent avoir uniquement un ptosis résiduel ou un trouble oculomoteur sans avoir les autres symptômes myasthéniques. Et en plus, c'est des mutations qui répondent très très bien aux anticholinésterasiques comme le Mestino. Autre type de mutation qui concerne le récepteur de l'acétylcholine, cette fois-ci on est sur des mutations qui altèrent les propriétés cinétiques du récepteur avec un effet de gain de fonction, et en particulier avec les mutations canal lent, où là le récepteur va rester ouvert plus longtemps, et donc on va avoir des effets des effets de gain de fonction en électrophysiologie. C'est une des rares formes de transmission dominante de myasthénie congénitale. La majorité sont de transmission récessive. La sévérité est variable. Il peut y avoir une atteinte respiratoire qui apparaît au cours de l'évolution, mais elle est inconstante. Il y a une caractéristique clinique qui est assez spécifique, c'est l'atteinte des muscles extenseurs du cou avec des phénomènes de tête tombante et des déficits d'extenseur des doigts également. Et donc dans cette mutation-là, les traitements classiques de type Mestinon, anticholinésterasique vont avoir un effet aggravant. On va intoxiquer le patient puisqu'il est déjà en excès de fonction. Donc il y a des traitements spécifiques à mettre en place. Les mutations du gène de la rhabsine, donc ça sera une forme bulbaire classique avec des apnées précoces, une hypotonie. Il peut y avoir des formes anténatales avec des rétractions, voire une arthrogrypose. Ces mutations-là, elles vont avoir aussi tendance à s'améliorer dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir des nouveau-nés, des nourrissons qui sont très sévères, une atteinte bulbaire marquée, avec des besoins de ventilation, de sonde nasogastrique, un déficit moteur marqué, qui va s'amender naturellement et aussi aidé par les traitements, mais une évolution naturelle qui va dans le bon sens.
contrairement aux mutations du gène DOX7 qui va débuter dans l'enfance, donc c'est toujours la même jeune fille, qui a une forme cette fois-ci myopathique liée au gène DOX7, avec une atteinte de la musculature proximale qui la gêne beaucoup au niveau de ses déplacements, une démarche dandinante. Elle a une hypomimie aussi, un ptosis, etc. Mais ce n'est pas ce qui la gêne au plus près. Et puis, c'est des patients qui vont s'aggraver dans le temps, qui vont développer une myopathie qui va plus répondre au traitement, avec un déficit fonctionnel qui va être assez sévère, et puis surtout des rétractions orthopédiques, et en particulier au niveau du rachis, avec des scolioses qui vont aussi aboutir à une insuffisance respiratoire restrictive et des besoins de ventilation invasive au bout d'un certain temps. Et dernière vignette clinique, les myasthénies congénitales liées au gène MuSK. Donc, c'est un gène qui va avoir une expression clinique assez variable au sein d'une même famille. On peut avoir des formes bulbaires néonatales, comme ce petit jeune homme qui a été aussi trachéotomisé. Et puis dans la fratrie ou dans la même famille, on aura des patients qui vont avoir une atteinte myopathique classique, une forme qui touche les muscles segmentaires sans atteinte bulbaire, donc une hétérogénéité intrafamiliale assez marquée. Ce petit jeune homme, lui, il avait été trachéotomisé, ventilé, mais aucun déficit de la force musculaire et une évolution qui était plutôt favorable sous traitement par bêta-2 mimétique par salbutamol. Alors on va passer aux aspects diagnostiques. Alors la stratégie diagnostique, alors déjà au niveau de l'histoire familiale, on n'est pas forcément orienté parce que, ça dépend de la taille de la famille aussi, mais l'hérédité est principalement autosomique récessive, donc s'il n'y a pas de cas princeps dans la famille, on ne va pas forcément pouvoir évoquer le diagnostic, mais il faudra quand même y penser devant une pathologie neuromusculaire à début néonatal ou infantile précoce qui associe les signes classiques de myasthénie, c'est-à-dire fatigabilité, faiblesse, fluctuation, ça c'est le point de départ. Ce qui va permettre de faire le diagnostic, c'est l'électromyogramme qui va révéler l'anomalie de la neurotransmission. On va voir comment. Il faudra rechercher les anticorps spécifiques de la myasthénie, en tout cas pour écarter leur présence, en tous les cas, c'est-à-dire les anticorps antirécepteurs d'acétylcholine ou les anticorps anti-MuSK. La réponse au traitement, les tests thérapeutiques peuvent aussi apporter un élément d'orientation. Et puis ensuite, c'est l'étude génétique qui va permettre de confirmer en identifiant une mutation sur un des gènes connus. La biopsie musculaire, elle n'est pas utile. Enfin, elle n'est pas utile. En tout cas, elle n'est pas nécessaire. Elle peut montrer des anomalies spécifiques qui peuvent aussi parfois faire un petit peu errer le diagnostic. Donc, elle n'est pas recommandée en première intention si on suspecte une myasthénie congénitale. Donc on l'a vu, ce qui va permettre de confirmer l'anomalie de la neurotransmission, c'est la neurophysiologie, c'est les stimulations nerveuses répétitives, l'électromyogramme, qui va permettre d'identifier trois patterns principaux qui vont nous orienter même sur la recherche génétique et même sur le traitement. Le premier pattern qu'on va essayer de repérer, c'est est-ce qu'il y a des réponses motrices répétitives qui vont signer un excès de fonction au niveau de la jonction neuromusculaire. Donc quand on fait une stimulation électrique, on va repérer la première réponse motrice, puis derrière la deuxième. Ça, c'est un excès de fonction. On sait d'emblée que c'est soit une mutation au canal lent, soit une mutation qui concerne l'acétylcholinestérase. Et pour ces deux gènes particuliers, il y a un traitement qui est différent l'un de l'autre. Donc ça, c'est important de le repérer. Si on n'a pas ce pattern-là, on va rechercher l'anomalie de la neurotransmission et on va identifier un décrément, c'est-à-dire une baisse d'amplitude de la réponse motrice à la stimulation nerveuse répétitive. Et ça va nous orienter vers une atteinte localisée au niveau postsynaptique, donc principalement les gènes du complexe du récepteur de l'acétylcholine et les gènes autour. Et le dernier pattern, ça va être l'identification de réponses musculaires abaissées en neurographie, d'un incrément à la stimulation à haute fréquence ou après tétanie. Et donc ça, c'est caractéristique des atteintes présynaptiques, et pour lesquelles les traitements vont être également un petit peu différents. Donc c'est important d'avoir ces trois identifications en tête, puisque ça oriente à la fois le diagnostic, mais aussi la prise en charge thérapeutique. Alors l'autre alternative, si on ne peut pas faire de recherche de stimulation nerveuse répétitive, parce que ce n'est pas toujours très bien toléré chez l'enfant, c'est faire une étude en fibre unique. Le principe, c'est d'étudier ce qu'on appelle
la variabilité du jitter, c'est-à-dire l'intervalle entre chaque réponse unitaire d'une fibre musculaire stimulée. Cet intervalle-là, il doit être dans une gamme de durée déterminée. Et si l'intervalle de réponse va s'allonger, ça veut dire que la jonction neuromusculaire est anormale et ça oriente vers donc une pathologie de la jonction neuromusculaire. À savoir que cette technique-là, elle a l'avantage d'avoir une sensibilité qui est plus importante que la recherche de stimulation nerveuse répétitive, mais sa spécificité est plus faible, c'est-à-dire qu'on peut avoir des anomalies de jitter dans des myasthénies congénitales, dans des myopathies mitochondriales. Donc ça ne fait pas non plus un diagnostic à 100%. Enfin, on va terminer sur la prise en charge. Donc, on a vu que c'était important d'avoir quand même une orientation topographique sur l'atteinte au niveau de la jonction neuromusculaire et les traitements vont agir sur différentes zones de cette jonction neuromusculaire. Alors, une des premières stratégies thérapeutiques, c'est d'augmenter la quantité d'acétylcholine présent au niveau de la jonction neuromusculaire. Donc, ça va être soit d'utiliser des inhibiteurs de l'acétylcholine estérase, comme le mestinon par exemple. Donc ça, on va les utiliser dans la plupart des mutations qui concernent le récepteur, des mutations qui concernent des diminutions quantitatives du récepteur d'acétylcholine, où là, on va favoriser la présence de l'acétylcholine dans la fente synaptique pour faciliter la neurotransmission. Mais il y a des contre-indications au mestinon. Toutes les mutations qui entraînent un excès de fonction, donc les mutations canal lent, les mutations qui concernent l'acétylcholinestérase, seront une contre-indication à l'utilisation de mestinon. L'autre possibilité, c'est d'utiliser du FIRDAPS. FIRDAPS, c'est un inhibiteur des canaux potassiques localisés au niveau présynaptique. Ça va prolonger le potentiel d'action, ça va augmenter la libération de l'acétylcholine. Donc ça va faciliter également la neurotransmission. Et donc le FIRDAPS, on va l'utiliser principalement dans les mutations qui concernent des protéines localisées au niveau présynaptique, par exemple la synaptotagmine 2. Mais on peut l'utiliser aussi en adjonction du mestinon lorsque le mestinon seul n'est pas suffisant. L'autre mode d'action, c'est les agonistes des récepteurs bêta-2 adrénergiques, c'est-à-dire le salbutamol ou l'éphédrine, qui vont être utilisés en première intention dans les mutations pour lesquelles il va y avoir une contre-indication au mestinon. Alors ça va être les mutations LRP4, DOX7, MuSK par exemple, ou en adjonction du mestinon lorsque l'efficacité du mestinon diminue au fur et à mesure du temps. Au bout de quelques années, il peut y avoir une perte d'efficacité et quand on rajoute du salbutamol, on a une restauration d'une partie de la synapse et de la plaque motrice, ce qui va permettre à nouveau une meilleure efficacité des traitements. Et puis, dernier exemple de traitement, dans les mutations qui concernent les mutations canal lent, donc on a aussi un excès de fonction, mais cette fois-ci, c'est que le récepteur de l'acétylcholine reste ouvert trop longtemps. Et donc, dans ce cas-là, on va utiliser un bloqueur sélectif du canal, donc ça va être la fluoxétine ou la quinidine, qui va permettre de limiter son ouverture et de limiter l'effet de l'ouverture prolongée du récepteur. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'étais un peu long, mais je vais essayer de me rattraper sur la deuxième présentation.